ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde. Aujourd'hui, voici les titres de ce journal. Au Cameroun, la campagne électorale pour la présidentielle démarre dans 2 jours, mais des inquiétudes persistent. Toujours pas de cours dans les universités publiques au Niger. À l'origine, un mouvement de grève du syndicat des enseignants. Ici aux États-Unis, le Sénat américain reste divisé sur la confirmation à la Cour suprême de Brett Kavanaugh sur qui pèsent des accusations d'agression sexuelle. Bonsoir. On le disait en titre, la campagne électorale pour le scrutin présidentiel du 7 octobre au Cameroun démarre dans 2 jours. Mais la situation sécuritaire dans la partie anglophone préoccupe les leaders religieux de tous bords, alors que 5 candidats de l'opposition accusent déjà les médias publics de parti pris. Abdourahmane Dia. Dans une déclaration commune, les chefs de l'Église catholique, des protestants et musulmans dénoncent des assassinats arbitraires de civils commis aussi bien par les forces de sécurité que par les séparatistes. Ils appellent le gouvernement à redéfinir et à contrôler les missions des forces armées dans les 2 régions, à punir les auteurs des destructions des biens et des exécutions extrajudiciaires. Quant à ce qu'on appelle au Cameroun les Amba Boys, ces leaders religieux leur demandent de respecter la vie humaine et de renoncer à la violence. Cette déclaration des religieux intervient alors qu'il y a une réelle inquiétude sur la tenue de la campagne et même du scrutin dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest où des indépendantistes mènent des attaques depuis 2016. Ils promettent de perturber le déroulement du scrutin dans ces 2 régions anglophones, mais le gouvernement assure que l'élection se tiendra sur toute l'étendue du territoire national. Une campagne qui pourrait se dérouler dans des conditions difficiles pour l'opposition. Par exemple, le candidat Cabral Libi voulait lancer sa campagne à Douala, la capitale économique, mais ses proches affirment que le préfet leur a refusé l'autorisation de tenir leur meeting dans un stade de la ville. Ce meeting pourrait finalement s'y tenir aux dernières nouvelles. La couverture médiatique de la campagne suscite aussi des interrogations avec la sortie de 5 des 8 candidats de l'opposition qui dénoncent un traitement biaisé et volontairement déséquilibré par les médias d'État. Pour entrer dans le fond du sujet de cette actualité au Cameroun, accueillons depuis Douala Maximilienne Gombe. Elle est directrice du réseau de défenseurs des droits humains de l'Afrique centrale. Bonsoir madame. Bonsoir madame, vous m'entendez? Voilà, je crois que nous n'aurons pas madame Gombe dans cette édition. Donc, on poursuit cette actualité après un séjour de 3 semaines ici aux États-Unis. L'ex-chanteur et député d'opposition ougandais Bobi Wine est de retour dans son pays. Il a promis de poursuivre son combat politique, se disant prêt à en payer les prix. Déjà, dès sa sortie de l'avion, des policiers l'ont amené et c'est dans un véhicule blindé que le député a été escorté jusqu'à son domicile où l'attendaient de nombreux partisans. Le député était venu ici aux États-Unis fin août pour y recevoir des soins après avoir été, selon lui, battu et torturé en détention provisoire par la police. Mais les autorités ont catégoriquement démenti cette information. On est toujours sans nouvelles de Pierre Luigi Macciali, le prêtre italien enlevé lundi soir par des hommes armés à son domicile de Bamwanga, un village situé dans la région de Tillabéri, dans le sud-ouest du Niger. Une région en proie à des incursions djihadistes fréquentes. Il n'y a pas eu de revendication de la part des auteurs de l'enlèvement pour l'instant, mais John Arokiya Das, un autre prêtre qui travaillait avec Macciali, revient en exclusivité sur VOA Afrique sur les circonstances de cet enlèvement. C'est une réaction recueillie par Abdul Razak Idrissa, notre correspondant sur place. Entre 9h30 et 10h, il y avait des bruits chez le père. Donc,
je n'ai pas soulevé pour aller voir parce que j'ai pensé que les gens du village sont venus avec un gars qui est possédé parce qu'ils ont crié. Et après, le père aussi, il est sorti, il a ouvert la porte pour voir qui sont les gens. Et après, j'ai attendu aussi, le père, il a dit, sors, sors. Donc ça, j'ai confirmé que voilà, le père vraiment, il chasse le démon. Les gens commençaient à tirer le fusil à l'air. Donc il y avait des bruits, doum, doum. Donc j'ai téléphoné le père, ça n'a pas sonné. Et encore j'ai téléphoné un autre gars qui est juste à côté. J'ai téléphoné, il m'a dit, ah mon père, les bandits sont enlevés le père. Donc maintenant qu'on a appris qu'ils sont rentrés aussi chez les sœurs. Donc, et après, ils ont parti, ils n'ont pas pris les sœurs, ils ont parti seuls avec la moto et ils ont fui avec le père seulement. On reste au Niger où les cours n'ont toujours pas commencé dans les universités publiques. 2 semaines après la rentrée, le syndicat des enseignants-chercheurs observe en effet un mouvement de grève depuis le 3 septembre. Il réclame une amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, mais proteste également contre les réformes que le gouvernement entend engager dans le secteur universitaire. Faisons le point de la situation dans ce reportage de notre correspondant en Niamey, Abdulrazak Idrissa. Dans le campus de l'université de Niamey, l'heure est à la détente. Certains jouent à la belote alors que les plus studieux s'adonnent à la lecture. C'est ainsi que la plupart des étudiants passent leur journée depuis le début du mois, date à laquelle leurs professeurs ont entamé une grève. Comme tous les autres étudiants, nous sommes désolés vraiment et nous voulons que le gouvernement trouve, si possible, des mesures pour pouvoir reprendre le chemin de l'école. En plus de la revendication d'une amélioration des conditions de vie et de travail, le syndicat des enseignants-chercheurs exige l'élimination de la nouvelle réforme qu'envisage le gouvernement qui veut que les recteurs des universités publiques soient nommés plutôt qu'élus. Elle nous dérange pour une raison tout à fait simple. Dans un contexte de la démocratie, elle va irréversiblement consacrer la politisation de l'espace universitaire de l'enseignement supérieur. Dans un point de presse, le ministre des Enseignements supérieurs a rappelé la position du gouvernement sur cette question. Le gouvernement ne compte pas flancher. C'est l'option du gouvernement de revoir les dispositions des textes pour désormais nommer les recteurs par décret pris en Conseil des ministres. Donc, il n'y aura plus d'élection. Ce bras de fer risque de perdurer aux grandes dames des étudiants puisque le syndicat des enseignants-chercheurs a promis de reconduire systématiquement la grève si ces revendications ne sont pas respectées. Abdulrazak Idrissa pour VOA Afrique, Niamey. Encore des morts au Nigeria. 9 personnes ont été tuées et 9 autres blessées dans l'attaque par des membres présumés du groupe islamiste Boko Haram de 2 villages du nord-est du pays, Kalari Abdiye et Amroa, à une vingtaine de kilomètres de Maïdougouri. Les 2 villages ont été complètement brûlés par les assaillants, indique une source. L'insurrection du groupe Boko Haram a fait plus de 27 000 morts dans le nord du pays au cours des 9 dernières années, selon l'ONU. Le rouleau compresseur de la justice a-t-il commencé son travail au Libéria? En tout cas, 15 Libériens, dont le fils de l'ancienne présidente Ellen Johnson Sirleaf, sont actuellement interdits de quitter le pays alors même que le gouvernement enquête sur la disparition de 15 milliards de dollars libériens, soit l'équivalent de 104 millions de dollars américains. On fait le point avec Irénée Herman Umbo. Les billets de banque imprimés à l'étranger étaient destinés à la Banque centrale libérienne et représentent environ 5% du PIB de ce pays pauvre d'Afrique de l'Ouest. Notez que les Libériens pleurent et que le niveau de corruption endémique affecte notre pays. La plupart des journaux libériens titrent l'affaire Container Gate parce que l'argent a disparu des conteneurs utilisés pour expédier les nouveaux billets.
15 Libériens sont désormais interdits de quitter le pays en raison de leur lien avec la disparition de ces fonds. Parmi eux, le fils de l'ancienne présidente Ellen Johnson Sirleaf. Le gouvernement a fait savoir que l'argent était arrivé quand cette dernière était encore au pouvoir. Maintenant, la pression monte sur son successeur, George Weah. J'exhorte l'ambassadeur George Manneh Weah à mener des enquêtes en vue d'identifier les responsables. S'il y a parmi eux des membres du gouvernement, ils doivent être traduits en justice. Difficile pour l'heure d'imaginer ce que fera le pays en rapport avec cette situation. Seule la Banque centrale libérienne a le pouvoir de commander de nouveaux billets, mais elle refuse de commenter ou de dévoiler ses plans. Et puis, toujours au Libéria, le président George Weah a promulgué hier une loi sur la propriété des terres. La législation actuelle attribuant à l'État la propriété des terres ne faisant pas l'objet d'un titre privé, soit la majeure partie du pays, a favorisé l'octroi de concessions à des sociétés privées, parfois pour plusieurs décennies, sans réelle consultation des populations. Plusieurs personnes ont été tuées et d'autres blessées ce jeudi lors d'une fusillade dans le Maryland, à une centaine de kilomètres au nord de Washington. Et c'est ce qu'a annoncé la police locale. Selon les médias américains, 3 personnes sont mortes. La police n'a pas voulu confirmer dans l'immédiat que l'auteur des coups de feu était une femme, comme l'ont indiqué des médias. Selon la police, il semble qu'une seule arme ait été utilisée par le suspect. Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, a évoqué une fusillade horrible sur son compte Twitter. Le Sénat américain, toujours ici aux États-Unis, reste divisé sur le sort du candidat à la Cour suprême, Brett Kavanaugh. Ce dernier a nié une allégation de Christine Blasey Ford, selon laquelle il aurait agressé sexuellement quand ils étaient adolescents dans les années 80. Ford et les démocrates de l'opposition demandent une enquête du FBI sur les faits présumés avant qu'elle témoigne devant le comité judiciaire, comme a semblé le dire son avocat cet après-midi. Mais le président Donald Trump et les sénateurs républicains y résistent. Les détails avec Jim Malone, le récit est de Morgan Guiriec. Le président Trump continue de soutenir son candidat à la Cour suprême, le juge Brett Kavanaugh. C'est très difficile pour lui et sa famille, et nous voulons en finir. Mais nous voulons aussi donner suffisamment de temps. Si elle se présente, ça serait merveilleux. Si elle ne le fait pas, ça serait dommage. La professeure Christine Blasey Ford a été invitée à témoigner lundi devant la commission judiciaire du Sénat. Mais Ford veut d'abord que le FBI enquête sur son allégation selon laquelle Kavanaugh l'a agressé sexuellement quand ils étaient adolescents dans les années 80. Elle a le soutien des démocrates du Sénat et aussi de la professeure de droit Anita Hill. Cette dernière avait en 91 accusé le juge Clarence Thomas, alors candidat à la Cour suprême, de lui avoir tenu des propos à caractère sexuel. Les Américains veulent savoir ce qui s'est passé et veulent savoir que le Sénat prend l'affaire au sérieux. Il est important que Ford et Kavanaugh soient entendus, estime la sénatrice républicaine Lisa Murkowski. J'espère que cela se fera avec respect et intégrité pour le processus et pour le peuple. Kavanaugh a été nommé pour remplacer le juge à la retraite Anthony Kennedy. Sa confirmation consoliderait une majorité conservatrice à la Cour suprême, mais cette controverse pourrait bien mettre en danger sa nomination à vie à la Cour suprême. Les dirigeants européens ont accru la pression ce jeudi sur la première ministre Theresa May, l'appelant à revoir sa copie pour finaliser les négociations du Brexit, entrées dans leur phase décisive, mais toujours bloquées par le dossier irlandais. Les propositions britanniques ne sont pas acceptables en l'état car elles ne sont pas respectueuses de l'intégrité du marché unique, a fait savoir le président français Emmanuel Macron, jugeant que l'heure de vérité des négociations était arrivée. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie. Dans notre segment santé, nous parlons ce soir de la chimioprévention du paludisme saisonnier avec une campagne lancée au Cameroun. Un peu de cuisine dans ce journal avec des plats africains faits maison. Et ça se passe dans un restaurant en Afrique du Sud. En sport football, les Panthères du Gabon ont 2 nouveaux entraîneurs. Il s'agit de Daniel Cousin et du père d'Aubameyang. Alors aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, nous parlons de santé et c'est avec vous, Mouamadou Oumfa. Vous êtes co-présentateur de l'émission Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique et l'émission également diffusée sur nos chaînes partenaires. Bonsoir. Bonsoir John. Alors aujourd'hui, nous parlons de la chimioprévention du paludisme. C'est à l'occasion d'une campagne de prévention qui se déroule au nord du Cameroun. Tout d'abord, c'est quoi la chimioprévention du paludisme saisonnier ? En fait, John, le terme chimio ici renvoie à l'usage de certaines substances chimiques à des fins médicales. En l'occurrence, les médicaments, la prévention signifie donner ces médicaments dans le but d'éviter la maladie, c'est-à-dire le paludisme dont on parle ici. Et on parle de paludisme saisonnier du fait des flambées de paludisme qui surviennent à une période précise de l'année. Dans de nombreux pays en Afrique, l'on a constaté que les taux les plus élevés de mortalité et de morbidité imputés au paludisme sont observés pendant la saison des pluies. Et donc, à titre préventif, la CPS, c'est-à-dire la chimioprévention, consiste à administrer des traitements à des enfants à des intervalles d'1 mois pour éviter qu'ils ne tombent malades de paludisme pendant cette saison. Alors, on parle donc de cette campagne au Cameroun. Concrètement, comment est-ce qu'elle se déroule dans le nord du pays? Oui, selon les informations que nous avons obtenues du ministère de la Santé, la campagne vise à protéger 608 531 enfants de 3 mois à 59 mois dans la région du nord du pays. Elle se déroule en 3 cycles, en août, en septembre et en octobre. Et la campagne se déroule plutôt bien selon les autorités. Le ministre de la Santé était sur le terrain le 14 septembre dernier. Il a procédé à l'évaluation de cette campagne. Il a constaté qu'environ 90% des objectifs cibles étaient atteints. Mais il a passé un message très important, John, qu'il convient de rappeler ici. Même si un enfant a reçu les médicaments de prévention, il est toujours important qu'il dorme sous les moustiquaires imprégnés d'insecticides. Et il faut dire, selon l'OMS, la CPS réduit d'environ 75% les risques de mortalité liés au paludisme, dont il y a 25% de chances que l'enfant ayant reçu les médicaments dans le cadre de la CPS tombe malade, d'où la nécessité d'utiliser d'autres outils de prévention contre le paludisme, comme la moustiquaire, dormir sur les moustiquaires imprégnés, la CPS n'étant que l'un des outils de prévention disponibles. Alors la CPS est une opération qui pourrait sauver des vies, certes, mais sa mise en œuvre n'est pas toujours aisée. Oui, il y a de nombreux défis dans le cadre de la mise en œuvre des campagnes de CPS. Le principal défi, c'est vraiment l'accès des populations aux services proposés pendant ces campagnes. Curieusement, ceux qui en ont le plus besoin vivent souvent dans des zones les plus reculées, des zones difficiles d'accès, avec des routes qui sont vraiment impraticables pendant la saison des pluies. Alors, comment faire pour contourner ces obstacles? C'est la question que nous avons posée à un spécialiste. Il s'agit du professeur Thomas Drues. Il est professeur de santé publique à la Tulane University, ici aux États-Unis. Voici sa réponse. Ce qu'il faut vraiment, c'est aller chercher des solutions locales, discuter avec les gens. Comment est-ce que vraiment on pourrait améliorer cette stratégie? De donner des moyens supplémentaires aux agents de santé communautaire pour se rendre dans ces régions-là, qu'il s'agisse de modes de transport ou bien on peut réfléchir à d'autres techniques. C'est vraiment utile de conserver une approche de distribution porte par porte. Il y a d'autres pays qui ont tenté de faire la distribution dans des points de rassemblement, donc de faire rassembler les différentes personnes en un seul point. Et on voit que la couverture dans ce cas-là est vraiment moins bonne. Donc il faut conserver cette approche de distribution porte à porte, mais trouver des méthodes pour aller rejoindre les portes les plus éloignées, les portes les plus difficiles d'accès. Merci Mouamadou Oumfa, co-présentateur de l'émission Votre Santé, Votre Avenir, diffusée sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires.
Toujours dans le domaine de la santé, la mission de l'Union africaine en Somalie, à Missom, effectue des opérations chirurgicales correctives gratuites à Kismayo pour les personnes souffrant de difformités au niveau des lèvres et du palais. Le coût élevé du traitement et le manque de spécialisation de spécialistes empêchent beaucoup de malades d'avoir accès aux soins de santé dont ils ont besoin. Arzouma Kampaori. Redonner le sourire aux Somaliens souffrant de difformités des lèvres et du palais. Voilà l'objectif que se sont donnés les médecins de la mission de l'Union africaine en Somalie, à Missom. Et c'est à l'hôpital général de Kismayo, dans le sud du pays, que le camp médical de 2 semaines, censé toucher plus de 100 patients dans la région, s'est déroulé avec l'appui de l'organisation caritative internationale Smile Train et Bancroft Global Development, une entreprise basée à Washington. Nous allons également effectuer des chirurgies de la fente palatine et nous formons également des médecins de l'hôpital général de Kismayo à la chirurgie des fentes labiales. Le traitement nécessite souvent 2 ou 3 opérations et implique divers spécialistes, y compris des thérapeutes, des psychologues, des dentistes et des odontologistes. L'exercice vise également à résoudre certains des problèmes rencontrés par les malades. Quand nous réparons une fente, nous résolvons le problème pour la famille de l'enfant. Il peut trouver du travail pour soutenir sa famille. Grâce à Dieu, son opération a été un succès et j'espère que ça ira encore mieux. Il y a un changement remarquable car initialement cet endroit était ouvert mais il a été corrigé. Je m'attends à beaucoup plus d'améliorations mais pour l'instant il est en bonne santé et ça ira mieux. La Somalie se reconstruit lentement après des décennies de conflits, mais jusqu'à présent, très peu de ressources ont été consacrées à l'amélioration de la santé publique, de l'éducation ou des infrastructures. En formant les médecins locaux à ce camp médical, la Missom entend apporter sa pierre à cet aspect de la reconstruction du pays. Et nous voici en sport. L'infatigable Yacouba Ouedraogo répond présent. Yacouba, on commence par le Gabon qui a 2 nouveaux entraîneurs. Bonsoir. Et bonsoir à vous, amis sportifs. Et il s'agit bien sûr du père d'Aubameyang et Daniel Cousin, nommé à la tête des Panthères du Gabon, donc Pierre-François Aubameyang, père de la star d'Arsenal Pierre-Emerick et Daniel Cousin, ancien international gabonais, ont pris les rênes de la sélection. Ces anciens capitaines des Panthères seront aidés par François Amégassé, lui aussi ancien capitaine de l'équipe nationale, nommé manager général. Aubameyang et Cousin succèdent ainsi à l'Espagnol José Antonio Camacho, limogé mi-septembre après un maigre bilan de 2 victoires contre 7 défaites et 8 matchs nuls. Et puis, un nouveau mandat pour Amadou Melvin Pinnick à la tête de la Fédération nigériane de football. Le président sortant a été réélu pour 4 ans avec 34 votes sur les 44 lors du congrès électif tenu aujourd'hui même. M. Pinnick, arrivé à la tête de la fédération en 2014, en est devenu le premier président à être réélu en 38 ans. En Côte d'Ivoire, l'ancien international Bakary Koné Dibaki a été nommé président de la section football de l'ASEC Mimosa, champion en titre. Bakary Koné, 37 ans, est issu du centre de formation des Mimos dans les années 1990. Il a évolué avec les Jaunes et Noirs entre 1999 et 2002 avant d'entreprendre une carrière professionnelle au Qatar, puis en France, notamment à Marseille, club avec lequel il a été champion de Ligue 1 en 2010. Avec les Éléphants, Baki a été finaliste de la CAN 2006 et a participé la même année en Allemagne au premier mondial de la Côte d'Ivoire. Bon vent donc, champion, et à vous, on se dit à demain. Merci Yacouba Ouedraogo. Alors, quoi de plus normal qu'un bon repas après le sport? Allons du côté de l'Afrique du Sud où le restaurant Roving Bantu Kitchen propose une variété de plats africains faits maison. Selon le propriétaire, ce cadre n'est pas seulement un restaurant, mais aussi un musée vivant exposant le passé et le présent de son pays. Plus de détails avec Blanche Sanou. Dans un coin de rue de Johannesburg, le Roving Bantu Kitchen se prépare pour accueillir ses clients de la journée. Ntuli, le propriétaire, concocte des mets traditionnels variés comme les tripes, la tête de mouton ou les pains plats. Vous pouvez souvent passer 4 à 5 heures à cuisiner des tripes comparées aux crevettes. Mais devinez quoi, les crevettes qui prennent 5 minutes à cuire sont beaucoup plus chères que les tripes. N'y voyez-vous pas de la politique?
Ntuli a grandi à Soweto, mais il a passé beaucoup de temps ailleurs en Afrique et dans le monde en tant qu'exilé politique avant de retourner à Johannesburg à la fin de l'apartheid. Pour lui, les gens utilisent la nourriture comme outil de classification sociale et de division politique. Sa mission consiste donc, selon lui, à briser les barrières en rendant sa cuisine, son espace social accessible et agréable pour tous. Nous essayons de dire à travers la nourriture, la musique, l'art en général, comment nous pouvons commencer à négocier une nouvelle identité sud-africaine. Et je pense personnellement que la nourriture est un bon thème par où commencer. L'intérieur du restaurant est couvert d'anciens titres de journaux politiques, des bibelots classiques et de petites tables serrées les unes contre les autres. La salle est souvent remplie de gens de toutes les races et de toutes les nationalités. C'est l'un de ces espaces à Johannesburg où les choses changent, bougent. Des événements se passent dans ce restaurant. Donc c'est plus intéressant de venir ici. Il y a beaucoup de dynamique dans l'air, beaucoup de gens intéressants qu'on rencontre. La vaisselle, les gobelets et les assiettes me frappent vraiment. Je me souviens d'eux pendant mon enfance, mais j'ai grandi dans les années 1980 en plein apartheid. C'était le genre d'assiette que le jardinier et la femme de chambre utilisaient pour manger. De la bonne nourriture africaine, mais aussi de la musique live, tous les ingrédients sont réunis pour faire de cet endroit communautaire un pont entre les races, entre les riches et les pauvres. Que feriez-vous si on vous demandait de vivre sous le même toit avec des crocodiles et autres serpents? Eh bien, pour la plupart des gens, ce serait un cauchemar. Mais pas pour Philippe Gilles, ce Français de 67 ans qui a passé son enfance en République centrafricaine. C'est extraordinaire. Il partage ainsi sa maison avec des centaines d'autres créatures, dont certaines des espèces les plus craintes de la nature. En 2 décennies, ce passionné de reptiles a amassé une collection de 400 pièces dans sa maison située dans un village au bord de la Loire. Et puis, des centaines de fans de musique sont descendus dans la piscine la plus profonde du monde dans la ville italienne de Pathue pour une expérience multisensorielle. C'était samedi dernier. Il y avait bien de la musique distillée à travers un système subaquatique. It was incredible. It looks like you were walking on different. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. Excellente soirée à toutes et à tous.